Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et député du Loir-et-Cher. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi le bras de fer avec l'Algérie sur les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. La France a envoyé une liste d'Algériens que le pays devrait reprendre sur son territoire, mais le pouvoir algérien bloque. François Bayrou a mis dans la balance les accords de 1968 et a donné quelques semaines à l'Algérie pour se mettre en conformité avec la demande de la France en disant... Si c'est le cas, on remettra. Si c'est pas le cas, on remettra encore en cause les accords de 68. La France a-t-elle les moyens d'imposer sa ligne à l'Algérie? Je crois qu'elle a les moyens d'imposer sa ligne. Alors, les accords de 68, c'est quoi, pour faire vite? C'est des accords privilégiés, notamment en termes de passage de frontières, d'accès au visa pour les Algériens, qui sont au fond le produit aussi de l'histoire que nous avons avec les dirigeants algériens et surtout avec le peuple algérien. L'histoire coloniale. Dès lors que ces relations, manifestement, ne sont plus tout à fait privilégiées par les partenaires algériens, y compris pour la reconduite à la frontière, ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, qu'on puisse réinterroger la question en se disant « Vous nous avez demandé un partenariat privilégié, nous sommes prêts à l'exercer. » Mais ce partenariat privilégié, il était aussi sur un échange de bonnes pratiques, y compris sur les reconduites à la frontière. Dès lors que l'Algérie refuse de le faire, il n'est pas complètement illégitime, pour ne pas dire tout à fait légitime, que la France réinterroge la question. Et donc, oui, nous avons les moyens de le faire, mais je pense qu'on a surtout les moyens de la diplomatie et de travailler avec les Algériens. Le ministre Retailleau... Ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ministre de l'Intérieur, après un échange avec le gouvernement, avec le Premier ministre, a envoyé une liste de ressortissants que nous considérons comme dangereux, que nous considérons comme prioritaires en termes de reconduite. Et Bruno Retailleau dit, lui, la France ne doit pas céder. Oui, mais la France ne cédera pas. Mais la question, c'est évidemment de faire en sorte qu'on fasse respecter la loi. Que la France ne cède pas. Ceux qui doivent quitter le territoire français et dont on connaît la destination possible, leur retournent dans leur pays. Donc la France ne doit pas céder sur ce principe. Mais non, il me semble que c'est un élément... Mais je vous demande ça parce que Bruno Retailleau, justement, dans Le Parisien aujourd'hui, dit attention, si la France cède, parce qu'Emmanuel Macron a dit attention, il faut faire de la diplomatie aussi. Ça n'empêche pas la diplomatie. La diplomatie, ça ne veut pas dire qu'on cède. La diplomatie, c'est qu'on fait valoir droit, on donne droit à ce que sont nos arguments. Donc la diplomatie, c'est pas dire qu'on cède. Et demandez à M. Trump ce qu'il pense de la diplomatie. Mais Bruno Retailleau, lui, il menace quand même en disant attention, si on cède trop, moi je quitte le gouvernement. Moi, j'ai pas. Alors, je sais qu'on a besoin de faire des titres parce que dans les journaux, parce que j'ai vu Bruno Retailleau menace de démissionner. Bon, j'ai lu l'article, j'ai pas le sentiment que ce soit la tonalité qui est la sienne. Après, vous pensez qu'il démissionnera pas? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement, connaissant un peu Bruno Retailleau, je connais aussi son esprit de responsabilité. Il y a un certain nombre de gens qui sont rentrés d'abord dans le gouvernement de Michel Barnier, puis dans le gouvernement de François Bayrou, qui ont accepté d'y rester, en considérant que c'était l'intérêt général qui devait primer et que nous n'étions pas d'accord sur tout. Il y a des gens dans mon groupe qui pouvaient considérer que l'arrivée de Bruno Retailleau était un casus belli, qui pouvaient considérer que nous ne devions pas participer au gouvernement de Michel Barnier, compte tenu. Et on a fait la part d'effort qui était nécessaire parce qu'il y avait une part d'effort pour l'intérêt général du pays. Et comme Bruno Retailleau, et je le sais, soucieux de l'intérêt général du pays, il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir après des désaccords majeurs qui justifieraient telle ou telle rupture. Mais je ne crois pas qu'on en soit là et je ne crois pas que c'est ce qu'il est exprimé dans Le Parisien. Donc, vous temporisez? Je temporise, je pense qu'il faut... Relativiser? Non. Vous relativisez? Il défend un certain nombre de points de vue. Il est très actif et avec de premiers résultats, avec son collègue d'ailleurs Gérald Darmanin sur les questions de sécurité. On parlera peut-être du texte narcotrafic. Je pense qu'il est efficace et utile au gouvernement, quand bien même nous puissions avoir des différences. C'est là-dessus que je juge Bruno Retailleau. Donald Trump a décidé de mener la guerre commerciale au monde. Vous le disiez, plus 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, mais surtout plus 200% sur les vins et spiritueux qui touchent directement les producteurs français. Les États-Unis, c'est 50% de notre marché. Donc demain, c'est 50% de nos ventes, 50% de nos contrats avec les maisons de négoce que nous servons, qui va juste s'effondrer. 200%, c'est confiscatoire. C'est mettre à mort l'importation de vin vers les États-Unis. On est dans le dur des négociations et donc nous sommes un peu pris en otage de ces discussions. Il faut construire la solidarité européenne en face de cela. On ne peut pas se laisser terrasser par des menaces de cet ordre. Marc Fesneau, quelle solidarité? Parce que Donald Trump, on voit bien, il ne fait pas de cadeaux. Les producteurs français risquent de perdre beaucoup de vins et de spiritueux, par exemple. Dans ce cas-là, s'ils perdent de l'argent à cause de la guerre commerciale, est-ce que l'État devra compenser leurs pertes? Alors, deux choses. La première, c'est, vous savez, y compris dans la crise agricole, on a beaucoup critiqué les questions d'export ou d'import. Ça prouve bien qu'il y a beaucoup de filières françaises qui sont dépendantes pour leurs intérêts de l'exportation. Je pense en particulier à la filière vitivinicole, je ne parle même pas des vins et spiritueux. 20% du vin qui est exporté
dans le monde, il part aux États-Unis. Donc on a besoin, et si vous perdez 20% de votre marché, le marché s'effondre. Alors et dans donc, ce cas... non, mais donc on a besoin d'échanges. Non mais J'ai faut compris. quand même rappeler que, Ok. parce que dans cette guerre commerciale, derrière, il y a l'idée chez Trump et chez d'autres, et on a des exemplaires aussi en France, si je peux dire, de gens qui vous expliquent qu'on serait plus heureux si on n'échangeait pas. En fait, on aurait des filières entières qui s'effondrent. Sauf qu'aujourd'hui, ils risquent de payer cher, les producteurs. Donc, dans ces cas-là, je parle à l'ancien ministre de l'Agriculture que vous parce êtes qu'il y a aussi. trop d'échanges, mais parce qu'il n'y en a pas assez. J'entends. Alors, je vais au bout. Est-ce Je qu'il faut réponds à votre compenser question. les pertes? Alors, je vais au bout. Mais ce n'est pas une question française, pardon. D'où vient le contentieux avec les États-Unis? C'est un contentieux général sur les produits qu'exporte l'Europe en direction des États-Unis. Ça ne peut pas être parce que Trump a décidé de cibler quelques productions, ça ne peut pas être simplement les pays d'où viennent ces productions qui soient pénalisées. Et donc, c'est un mécanisme de solidarité européen qui doit se mettre en œuvre s'il devait y avoir un mécanisme de solidarité. Mais ça voudrait dire, Deuxième élément, ça voudrait dire juste indemniser ou compenser les pertes des producteurs. Oui, moi je pense que mais c'est un sujet pas français. J'ai compris. Parce que les mesures de rétorsion de Trump, elles sont contre l'Europe, elles ne sont pas que contre la France. Il se trouve Donc c'est que l'Europe qui devrait payer. la solidarité doit s'exprimer en Europe, mais je pense que la première solidarité de l'Europe, c'est d'être ferme avec, comme l'a dit François Bayrou, avec Donald Trump, pour dire si vous commencez à rentrer dans cette logique-là, on va rentrer dans une logique de perdant-perdant. D'inflation dans les deux pays, probablement plus d'inflation aux États-Unis que chez nous, et donc personne n'a intérêt à cette guerre commerciale. Et donc je pense que l'Europe, si elle sait être unie, et que, ce qui est parfois arrivé, on dit pas, ça c'est les vins et spiritueux, c'est les Italiens, les Espagnols et les Français, nous, Allemands, nous, je sais pas quoi, ça nous intéresse moins. Et plus on sera solidaire, c'est la même chose que d'ailleurs sur la question ukrainienne, plus on sera solidaire face à Trump, plus Trump sans doute entendra raison. Aujourd'hui, en tout cas, la priorité, c'est le réarmement de la France et la défense. Emmanuel Macron veut que les investissements s'accélèrent. Demandez-vous, vous, en tant que président du groupe Modem, qu'il y ait un budget exceptionnel débattu et voté rapidement à l'Assemblée nationale? Je pense qu'on a besoin de remettre à jour, d'abord, parce que c'est un peu de la programmation. Vous savez, vous affichez l'image d'un avion. Avant de construire un avion, il faut un peu de temps, vous voyez ce que je veux dire. Donc avant de dire on met 1 milliard, 10 milliards, je ne sais pas combien de milliards, peut-être qu'il faut qu'on revoie notre loi de programmation militaire avec deux données nouvelles. Un, les Américains sont plus tout à fait les alliés aussi stables que nous imaginions. Deux, est en train de se construire manifestement une défense européenne, ce qui nécessite sans doute des moyens en commun sur un certain nombre de sujets. Je pense à l'aérospatial, je pense à un certain nombre de sujets. Ça doit passer par un vote à l'Assemblée? La loi de programmation militaire, par nature, ça passe par un vote. Un budget, par nature, ça passe à un vote. Non, mais c'est bien de le préciser. Mais je ne vous le reprochez pas, mais j'essaie d'expliquer. Je dis simplement qu'on ne va pas courir après un vote en disant il me faut tant de milliards tant qu'on n'a pas évalué les besoins. On a des besoins. Donc il pourrait, juste pour Pardon, on a des besoins. Il pourrait y avoir une nouvelle loi de programmation militaire cette année. Une nouvelle loi de programmation. Un ajustement de la loi de programmation. Cette année. C'est le ministre des Armées qui le dira avec le président de la République, mais ce n'est pas complètement incohérent de le dire. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a de nouvelles menaces. On voit bien qu'on est quand même, quand les États-Unis nous rendent aveugles d'un point de vue de l'observation, en tout cas les Ukrainiens, on a un problème. On voit bien qu'un certain nombre d'équipements sont complètement dépendants des desiderata des États-Unis et que nous n'avons pas tout à fait. Je ne parle pas de la France, que nous, on est assez autonome. Il ne faut pas dire très autonome. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays qui ne le sont pas assez. Et ça nécessite sans doute des moyens de recherche, d'accompagnement. Puis on voit bien la place qu'ont pris un certain nombre d'autres outils, de nouveaux outils, les drones. Vous envoyez des milliers de drones et en face, vous avez des missiles qui coûtent des fortunes. Et donc, tout ça, il faut qu'on le réajuste. Alors, c'est un contexte international qui bouscule pas mal de choses, y compris en France. Et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, dans le Figaro, estime que, dans ce contexte-là, très franchement, c'est totalement hors sol de faire un conclave sur les retraites. Il accuse même François Bayrou d'immobilisme au passage. C'est un coup dans le dos, là, qu'il vous fait, là. Moi, je ne vais pas commenter les propos d'Édouard Philippe, parce que je vais vous dire ce que je pense sur le fond. Un, on a toujours besoin, y compris qu'il y a un effort à faire d'embarquer les Français. Et je sais, et Édouard Philippe sait mieux que d'autres, ce que coûte le fait qu'on braque les Français. Parce que la crise des Gilets jaunes, elle a eu lieu en 2018. Pourquoi? Parce que sans doute les Français n'avaient pas acquiescé à l'ensemble des efforts qui avaient été demandés. Et donc c'est le cas pour les retraites. Et on a vu ce que ça avait produit comme recul, au fond, d'une certaine façon, y compris en termes de dépenses publiques. Et je sais qu'Édouard Philippe est très soucieux de cette question-là. Donc, on a besoin, sur la question des retraites, de se remettre autour de la table et de se remettre d'accord. Globalement, d'ailleurs, sur le financement du système social. Deuxième élément, moi, j'ai trop de respect pour les partenaires sociaux pour dire des mots qui blessent en disant, en fait, votre truc, votre conclave, ça ne sert à rien. Moi, je pense que ça peut servir au moins à une chose, c'est qu'on se mette d'accord sur l'idée qu'on a besoin d'aller vers plus d'équilibre du système de retraite que plus de déséquilibre. Parce que ça, c'est un consensus qui n'existe pas aujourd'hui dans le pays. Et si on pouvait, au travers de ce conclave, peut-être avec d'autres voies de financement, peut-être avec d'autres modalités, essayer d'avoir un consensus qui permette de passer cette étape sans se dire qu'à la moindre alternance politique, on reviendrait remettre tout en cause, il me semble, et dégrader les comptes de retraite. Parce qu'il y aurait eu un vote.
Il me semble, mais les Français choisiront, mais peut-être qu'on peut essayer de construire un consensus, et je pense que ça passe par les partenaires sociaux. Et donc j'ai un désaccord avec Édouard Philippe sur l'idée qu'il faudrait mettre, pardon l'expression, cul par-dessus tête, une démarche qui est une démarche que je crois intéressante, parce qu'on a toujours intérêt à parler avec les partenaires sociaux, et je sais ce que ça a coûté dans les années précédentes de donner le sentiment de ne pas parler assez avec eux. Demain arrive à l'Assemblée nationale une loi qui est très attendue pour lutter contre la trafic de drogue. Parmi les points les plus importants, il y en a beaucoup, mais il y a les créations de prisons spécialisées pour mettre à l'isolement les trafiquants, et puis la création d'un dossier coffre où seraient mis à part des éléments de l'enquête. Ça fait partie des inquiétudes de la gauche qui disent qu'il y a une crainte de justice d'exception. Est-ce que vous, au Modem, vous avez des réserves ou est-ce que vous êtes 100% derrière cette loi? On est derrière cette loi, alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des amendements et des interrogations, mais on est derrière cette loi parce que justice d'exception ou modalité d'exception ou intervention d'exception. Vous ne trouvez pas que les modalités avec lesquelles interviennent les gens du narcotrafic, ce n'est pas des modalités d'exception et que donc, face à ça, on doit avoir nous-mêmes un arsenal législatif exceptionnel. Ce sont des gens dont on sait qu'ils pratiquent la menace jusque dans les prisons, sur les gardiens de prison. Vous avez plusieurs dizaines de magistrats qui sont protégés personnellement jusqu'à leur domicile. Pourquoi? Parce qu'ils sont menacés par des narcotrafiquants. Vous avez un narcotrafiquant qui est allé sur une autoroute se faire libérer en tuant deux agents pénitentiaires, etc., etc., etc. Vous avez des gens, on sait qu'il y a de la corruption dans les ports, dans les services douaniers, etc. Et vous croyez qu'il ne faut pas des moyens exceptionnels et qu'il faut rester les bras ballants. Donc c'est une avec bonne loi des moyens ordinaires. Non, il ne faut pas des moyens pour vous, ordinaires. c'est une bonne loi. Parce que c'est une menace extraordinaire et donc c'est une bonne loi et c'est bien qu'on ait posé le débat. Je rappelle en outre que ça avait été voté à l'unanimité au Sénat, sur un rapport parlementaire produit d'un socialiste et d'un LR, si je me souviens bien. C'est que peut-être ce consensus doit être regardé avec bienveillance, en tout cas c'est ce qu'on va faire nous à l'Assemblée. On va accueillir Sophie Dravinel, journaliste politique, pour sa carte blanche dans Dimanche Politique. Bonjour Sophie. Bonjour Francis, bonjour Marc Fesneau. François Bayrou a passé un cap. Absolument, celui des 3 mois, présent à Matignon. Est-ce que vous avez le sentiment que le contexte international éloigne tout risque de censure pour lui ? C'est pas du côté de ceux qui soutiennent le gouvernement qu'il faut poser la question. Non, le contexte international. Oui. Non, mais je pense que ça exige de chacun, de ceux qui soutiennent le gouvernement comme ceux qui s'y opposent, et ils ont tout à fait légitimité à le faire, un esprit de responsabilité encore plus grand. Non pas pour repousser les problèmes, mais pour se dire on a des problèmes devant nous qui nécessitent quand même un minimum de stabilité. Et alors quand même la tension monte et on va avoir encore un cran supplémentaire au mois de mai avec les LR qui participent au gouvernement mais qui vont se choisir un chef de parti. Si Laurent Wauquiez, qui ambitionne de se présenter à la présidentielle, était élu, est-ce que ça pourrait justement faire monter la tension et compliquer la tâche de François Bayrou? Moi d'abord, il y a plusieurs processus électoraux, il y a les LR, il y a le Parti Socialiste. Parlons des Républicains. Bien sûr, mais on est sur les LR. Ils sont dans le bloc présidentiel. Chacun est responsable. Et ça ne peut pas être un processus de sélection interne qui vienne déstabiliser un pays tout entier. Pardon de le dire. Vous les appelez à être responsable. Mais oui, globalement, je pense que quand on a des sujets internes et qu'on a autant de sujets externes, et en plus pas que français, internationaux, je ne suis pas sûr que la querelle de désignation, qui est une querelle légitime à l'intérieur du parti politique, devienne interférée. Deuxième élément. On verra qui est élu à la présidence des LR. Enfin, moi, je ne peux pas croire que dans cet arc-là, on n'ait pas des gens qui sont un peu en situation de responsabilité, qui proposent autre chose que le chaos. Parce que sinon, je pense qu'ils feraient défaut à leur responsabilité, y compris dans la perspective. J'ai cru comprendre que c'était la leur, de préparer des élections présidentielles. Oui, alors justement, à propos de présidentielle, est-ce que François Bayrou a renoncé, lui, à toute ambition présidentielle? Mais François Bayrou, il est Premier ministre. Oui. Il a une tâche qui est immense, avec des difficultés qui sont très grandes, budgétaires, le défi démographique, le défi climatique, le défi évidemment. Mais c'était l'ambition de sa vie d'être président, d'être chef d'État. Je pense que c'était d'abord d'être utile. Quand on a été candidat à la présidentielle, je pense... C'était pas seulement d'être utile. Quand on a été candidat à la présidentielle, je ne crois pas que jamais on y renonce. Mais il y a des séquences dans la vie. Et pour parler souvent avec lui, je ne le vois à aucun moment évoquer la séquence présidentielle. J'entends. Et on a entendu qu'il n'y a pas de raison qu'il ait renoncé. Voilà. Oui, mais OK, mais c'est dans 2 ans. Pas forcément, ça peut être plus tôt. Non. J'invite à la stabilité là aussi. Et 2 ans avant l'élection présidentielle de 2017, si vous m'aviez demandé qui était candidat, on aurait dit l'un et l'autre des bêtises. Donc j'invite à la prudence. Mais la porte n'est pas fermée. Merci Sophie. Merci à vous. François Bayrou, qui va être entendu par la commission d'enquête sur les violences scolaires. Il a toujours dit qu'il ne savait rien des actes et des violences qui se passaient à Notre-Dame de Bétarame. Son témoignage sera sous serment. Ça va être l'heure de vérité. D'abord, est-ce qu'il faut qu'il y aille? Je crois qu'il a dit qu'il se tenait à disposition. Dès lors qu'on n'est pas, ce qu'on a vu dans parfois des commissions d'enquête, qu'on n'est pas dans quelque chose qui soit de l'ordre inquisitorial et qui vienne se substituer. Vous avez des inquiétudes là-dessus? Non, enfin je l'ai vu parfois, je ne suis pas inquiet, je suis inquiet de rien, vous savez maintenant moi. Mais si on veut avoir une vraie commission d'enquête, je comprends d'ailleurs que la commission d'enquête, elle est en train de démontrer ou d'ouvrir le champ de ce que sont
les manquements globaux, il y a 20 ou 30 ans, sur des actes que personne d'ailleurs ne regardait, y compris les actes de violence physique. Les actes de violence sexuelle étaient Mais déjà pour François quand même Bayrou, ce scrutés. sera un moment de vérité. Mais je pense qu'il dira ce qu'il a à dire et je pense qu'il sera assez heureux de pouvoir s'exprimer. Je répète, il a répondu à un certain nombre de questions, il a dit ce qu'il avait à en dire sur le sujet et je crois que d'ailleurs la justice elle-même est saisie et ne montre pas autre chose que cela. Après, globalement, je pense que le sujet Betaram, il vient interroger le regard que nous avions sur les violences ordinaires en milieu scolaire. Je rappelle qu'elles n'ont été interdites qu'au début des années 90. Et ce qu'on a laissé faire aussi, ou qu'on n'a pas voulu voir, de violences sexuelles, mais ça, c'est pas François Bayrou, c'est l'ensemble de la société. Dernière question rapidement. Mardi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, va recevoir tous les présidents de groupe, dont vous, pour voir comment remettre un peu de l'ordre dans l'Assemblée nationale, où ça part parfois dans tous les sens, entre les injures, les invectives. Quelle proposition vous allez faire? Mais, pardon, c'est pas qu'une question d'ordre. D'abord, il y a longtemps qu'on dit ça, nous, au Modem, mais c'est pas une question d'ordre. On n'est pas dans la cour d'école. La question, c'est d'avoir des travaux parlementaires qui se déroulent dans de bonnes conditions. Quelle est la proposition que vous allez faire? Mais on va organisation du temps législatif qui permette d'avoir une expression qui soit normale et qu'on vienne pas parfois avoir des discussions sur des sujets qui peuvent être connexes. De premier élément. C'est-à-dire mais on a beaucoup de PPL, de propositions de loi, dont on sait qu'elles n'iront jamais au bout. Donc il faut les limiter. Est-ce qu'on peut ne pas être caricatural? En tout je cas, vous essayer pose de la faire question, des est-ce qu'il faut PPL. les limiter? Est-ce qu'on peut avoir des PPL dont on puisse se dire qu'elles ont une chance et qu'elles ne sont pas simplement déclaratives? Juste donc, pour porter son étendard. Donc Premier faire élément. un tri dans les propositions de loi. Il faut qu'on ait un travail législatif dont on se dise est-ce qu'il a une chance ou est-ce qu'il peut être utile au débat public et pas simplement chacun porte sa cocarde. Et deux, on a besoin de faire en sorte, alors je pense que ça va un peu mieux honnêtement, on a besoin de faire en sorte que dans les débats parlementaires, il est normal que ça débatte un peu fortement. Quand vous regardez historiquement, les choses se passent comme ça. Mais il y a besoin de quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la pagaille. Ça relève du bureau. Ça relève sans doute de l'organisation du bureau. Merci, Marc, d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en Politique.